Bonsoir à tous, bonsoir Nadine. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette émission spéciale, édition spéciale Covid-19. Comment sortir de la crise? Une émission d'1 heure en 2 parties. Une première partie consacrée à l'école et son confinement adapté qui a commencé depuis le début de la semaine. Et une deuxième partie plus économique sur l'impact justement de la crise sanitaire sur l'économie calédonienne. Vous l'avez dit Alexandre, nous avons 1 heure d'émission durant laquelle nous essaierons d'être concrets. Des acteurs du terrain interpelleront nos décideurs. Et dans le respect des mesures sanitaires, nous avons limité le nombre d'accès sur ce plateau et donc multiplié les interventions en duplex. Nous vous demandons donc à chacun de répondre de manière concise pour que le partage de la parole soit équitable, notamment la parole de nos téléspectateurs, puisque nous attendons vos questions sur la page Facebook d'ENSEE La Première. Alors tout de suite, effectivement, immersion dans le confinement adapté à l'école en province sud. Un confinement qui a commencé, je vous le disais, cette semaine, avec ses contraintes et ses nouvelles approches de travail en classe. Regardez, c'est un reportage d'Éric Dufour. Les plus jeunes élèves aussi ont dû apprendre à respecter de nouvelles règles pour se protéger d'une menace qu'ils ont bien du mal à visualiser. Qu'il faut rester à 1 mètre des autres. Après 2 jours de pré-rentrée pour préparer cette reprise sur le plan sanitaire, le premier des 2 groupes d'élèves a retrouvé la vie collective et les précautions nouvelles. 2 pressions, d'accord? Appuyez 2 fois. On se lave les mains, on se rince et on prend ça. On n'a pas besoin de prendre 10 mètres, d'accord? 2 carrés, c'est suffisant. Jette et après on va se ranger devant sa salle. On a des gestes barrières à respecter, par exemple à 1 mètre de distance, mais ça on ne peut pas tout le temps respecter en classe. Faut pas se faire des contacts inutiles et il faut souvent se laver les mains. L'objectif des autorités était d'accueillir les élèves de façon sereine pour les remettre en confiance, avec 2 enjeux. Le premier éducatif pour comprendre l'intérêt du respect des gestes barrières, le second pédagogique pour un retour à l'enseignement collectif après celui à distance. L'accompagnement sera également renforcé. Il y aura une attention très très forte pour tous les élèves qui n'ont pas donné de réponse au travail qu'on leur avait donné. Ils sont très très peu nombreux, mais là, les professeurs et les établissements seront très très attentifs pour que ces élèves reprennent pied et ne décrochent pas justement. 2 semaines transitoires avant un retour éventuel à un fonctionnement complet, de quoi apprendre à aborder l'enseignement autrement. Et nous débutons cette première partie consacrée à la rentrée scolaire avec sur ce plateau Isabelle Chamorro. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du gouvernement en charge de l'enseignement et de la famille. À vos côtés, Hippolyte Sinewami Tamoumou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du Sénat coutumier et grand chef du district de La Roche à Marais. Et en direct de la province Nord à Canala, Gilbert Thuyenon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette émission. Alors, notre première intervention en visioconférence est avec Jean-France Toutiquion, secrétaire de la fédération de l'association UGPE, l'Union des groupements des parents d'élèves. Donc, après 2 jours de rentrée en province sud, en demi-groupe, une rentrée parcellaire aux îles, voire différée à la semaine prochaine. Jean-France Toutiquion, quel est le sentiment des parents que vous avez eu? Sont-ils rassurés? Bonsoir, M. Sinewami. Bonsoir, Madame la Ministre. Bonsoir. Alors, non, on peut le dire, les parents ne sont pas rassurés. On n'a pas tout à fait les mêmes chiffres d'absentéisme que ceux qui ont été annoncés sur votre antenne. C'est vrai que sur Nouméa, apparemment, dans les écoles primaires, les enfants sont assez bien rentrés. Plus de la moitié des enfants étaient présents. Par contre, dans les autres communes de l'agglomération, on a quand même un taux d'absentéisme qui frôle les 50%. Ce qui montre que vraiment les parents ne sont pas du tout rassurés, ils sont même souvent angoissés. Et donc là, c'est ce qu'on avait donné, puisqu'on a lancé un sondage sur Facebook avec l'UGPE, et on avait prévenu Mme Chamorro, elle ne peut vraiment pas dire qu'elle n'a pas été prévenue, que vraiment les parents n'étaient pas prêts à renvoyer les enfants à l'école. Et on regrette la décision qu'on avait faite à l'époque de reculer cette rentrée au moins d'1 semaine pour pouvoir accueillir les enfants dans de bonnes conditions, permettre aux enseignants, permettre aux équipes de vraiment mettre en place
les équipements, malheureusement, cette proposition n'a pas été retenue. Okay. Jean-France Et vous conviendrez, Madame Chambon, quand vous êtes allé visiter le lycée Jules Garnier aujourd'hui à midi, vous avez vu vous-même qu'ils étaient en train d'installer des lavabos. Jean-France Toutiquian, vous avez pu constater pour au niveau du son audio, c'est très perturbant puisqu'il est saccadé. On va écouter la réponse et la réaction de Madame Chamoureau, notamment sur ces chiffres que vous avez donnés au cours du point presse d'aujourd'hui de 15h. Et vous l'avez constaté vous aussi, il y a plus d'élèves présents dans le secondaire que dans le primaire. Première question sur les effectifs d'absentéisme ou pas. Et deuxième question, oui, sur les kits de points d'eau pour se laver les mains. Je vous remercie pour cette première question. Donc, ce que je voudrais tout d'abord rappeler, et je remercie M. Toutiquian de l'avoir dit, c'est que nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises. Et donc, je voudrais rappeler que cette rentrée a été préparée dans une large concertation. J'ai reçu avec le vice-recteur plus de 170 personnes pour la préparer au cours de 30 heures de réunion. Alors, pour ce qui est des différentes questions qui ont été posées sur cette rentrée, sur les effectifs tout d'abord. Donc, effectivement, dans le primaire, il y a eu moins d'élèves puisqu'il y a eu 60% de présence au niveau du primaire avec effectivement ce qui a été dit en toute transparence aujourd'hui, avec des disparités en fonction des écoles. Donc, évidemment, dans l'agglomération et notamment à Nouméa, on a eu des chiffres jusqu'à 70% de présence et c'était moins élevé dans l'agglomération, par exemple à Païta 45% de présence et à Thio par exemple 50% de présence. Donc c'était des chiffres que l'on avait anticipés et d'ailleurs j'avais passé un message clair sur cette question de l'absentéisme pour rassurer les parents qui ne se sentaient pas encore prêts à envoyer leurs enfants à l'école cette semaine, de pouvoir prendre le temps et nous avions une attention bienveillante sur l'absentéisme. Dans le secondaire, 80% des élèves sont rentrés, donc c'est un chiffre beaucoup plus important effectivement pour les collèges et pour les lycées, avec des disparités également. Par exemple, sur Nouméa, on est entre 70% et 95%, et sur Thio, par exemple, 50%. On voit des disparités entre ce qui est plus urbain et moins urbain. Sur la question sanitaire, parce que je pense que c'est un point important. Effectivement, nous avons tout mis en œuvre et il y a eu 2 jours de pré-rentrée pour que les équipes puissent s'y préparer. Je suis allée à Jules Garnier, effectivement, dans le cadre de mes visites de rentrée aujourd'hui. Donc, nous avons ajouté un certain nombre de points d'eau. Il y a du savon supplémentaire pour un gros établissement comme Jules Garnier, par exemple. Eh bien, c'est plus de 20 points d'eau qui sont en installation et un budget d'à peu près 900 000 francs par lycée pour pouvoir répondre justement à ces préoccupations des familles. Donc, c'est des équipements progressifs qui vont se faire tout au long de cette semaine. Jean-France Toutiquian, votre question rapidement, s'il vous plaît. Alors, on voudrait demander à la ministre quelle garantie, parce que c'est vraiment la question que nous posent les parents, quelle garantie elle peut donner aux familles, mais également aux autorités coutumières, pour assurer tout le monde que le coronavirus ne circule pas en Calédonie. Et merci. Après, je vous ferai des propositions pour que vous puissiez rassurer les parents, mais j'aimerais avoir votre position pour que vous puissiez nous assurer vraiment que le coronavirus ne circule pas en Calédonie et que les écoles sont des endroits sains et en sécurité pour nos enfants. Merci Jean-France Toutiquian. Alors, vous l'avez dit d'ailleurs dans le reportage qui a ouvert cette émission, qu'effectivement, c'était une rentrée adaptée. Donc, elle se déroule dans le cadre du confinement adapté, c'est-à-dire que le cadre sanitaire qui s'applique dans les écoles est le cadre sanitaire qui s'applique plus globalement à la Nouvelle-Calédonie. Donc, évidemment, il n'y a pas de risque zéro. Ce n'est pas ce qu'a dit le président du gouvernement. Pas ce qu'a dit non plus le haut-commissaire. Donc, les constats que nous avons faits régulièrement avec notamment une série de tests importants, je voudrais dire qu'on a testé, par exemple, 3 fois plus que dans d'autres territoires d'outre-mer, nous amènent sur une période de 15 jours, qui est un sas entre la période de confinement et peut-être un déconfinement total si les résultats sanitaires sont favorables. Donc, à un constat de très faible risque de circulation du virus en Nouvelle-Calédonie. Donc l'école, ce n'est pas une bulle, ce n'est pas quelque chose, un fonctionnement à part. Et donc ce système de 15 jours de rentrée très progressive s'inscrit dans le cadre de ce confinement adapté.
Hippolyte Sinewami Tamoumou, la rentrée scolaire s'est faite aujourd'hui à Marais, à l'IFOUM depuis mercredi, à OVA lundi prochain, et pour une partie de l'école à Marais, lundi prochain également. Ce SAS pédagogique pour l'application du protocole sanitaire, est-ce que vous êtes confiant au regard de ce qui est fait et d'avoir autorisé la rentrée scolaire? Confiant, c'est-à-dire on est confiant, c'est à partir du moment où on est équipé au niveau des moyens de protection, au niveau des moyens sanitaires pour la rentrée des classes, tout ça là. Mais après, je pense que si tout est mis en œuvre pour une bonne rentrée pour les enfants surtout, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. Nous allons passer à notre deuxième intervenant par Skype, qui n'est pas le méditant dans l'oreillette. Peut-être avec aller sur Canala. Direction le Nord, à Canala, avec Gilbert Touillenon, où la rentrée se fait le 4 mai. Gilbert Touillenon. Rebonsoir. Oui, bonsoir, je vous entends bien. Dites-nous, au niveau de la province Nord, ce SAS pédagogique n'existe pas. Pourquoi ? Non, mais la première chose à dire, je crois, ce soir à tous les Calédoniens, c'est que la Nouvelle-Calédonie, le monde en est face à une situation inédite. On n'a jamais connu ce genre de problème-là. Donc c'est normal que nous avançons à petits pas. Mais pour avancer, je crois qu'Isabelle Chamorro l'a dit tout à l'heure, il faut avancer dans la concertation, que ce soit avec les parents d'élèves s'agissant de la rentrée, que ce soit avec les instituts, que ce soit avec les provinces qui sont compétentes en matière scolaire. La concertation, elle est essentielle, parce qu'on doit avoir un seul objectif aujourd'hui, c'est celui de protéger notre population, de faire de telle sorte qu'on préserve la santé des Calédoniens. Et c'est normal que la rentrée se déroule de manière étalée, comme ceci. Nous, en province Nord, on démarrera le 4 mai prochain. Parce que les autorités provinciales ont voulu donner du temps au temps pour qu'on avance. Mais l'essentiel, c'est qu'on s'y prépare, chacun à son niveau, chacun à sa mesure. Nous, ici à Canala, par exemple, on a commencé à partager sur le protocole de bonne conduite s'agissant de l'administration pour ceux qui accueillent les publics. Au niveau des écoles, il faut alimenter les établissements scolaires en savon, faire attention qu'on ait toujours de l'eau, parce que ça, voilà, ce sont des sujets qui sont là. Mais je crois qu'il faut éviter de faire les choses dans la précipitation. Et d'ailleurs, la décision du gouvernement, ça n'a pas été de faire un déconfinement brutal en quelque sorte. C'était de dire on va lisser ça dans le temps, on va se donner une quinzaine de jours, chaque province à son niveau gère ça. Parce que finalement c'est une nouvelle rentrée scolaire 2020. Donc partant de là, nous on est prêts à accompagner les parents d'élèves, on est prêts à accompagner les équipes pédagogiques, parce que se posera tout un tas de questions quand on est et puis la question essentielle, excusez-moi, c'est celui de rassurer les parents d'élèves. Donc on a besoin de cette concertation, on a besoin de cette discussion-là. Oui, mais justement, Monsieur Touillenon, est-ce que les retards qui ont été accumulés vont être facilement rattrapables? Et je pense notamment à certaines classes spécifiques qui ont des examens notamment. Moi, j'ai cru comprendre l'intervention de quelqu'un du vice-rectorat très récemment que 15 jours, 3 semaines se rattrapent assez facilement, mais certainement qu'il faudra, à l'issue de ce confinement, bûcher un peu plus que d'habitude. Mais voilà, il faudra se retrousser les manches, il faudra faire autrement, parce que l'une des vérités qui est là devant nous aujourd'hui, c'est que, quoi qu'on en dise, c'est qu'il va falloir vivre avec le Covid-19 dans nos écoles, dans nos familles, dans nos tribus, nos villages, et puis c'est des habitudes à prendre. Donc le rattrapage scolaire, il est face à nous aujourd'hui, mais il faudra s'y mettre. Merci.
Merci Gilbert Touillenon, excusez-moi de vous couper. On va passer à notre deuxième intervention par visioconférence avec Johan Poedi de la Fédération des fonctionnaires, représentant du personnel non enseignant. Bonsoir Johan Poedi, est-ce que vous êtes bien là? Dites-nous, est-ce que pour ces 2 jours de rentrée, vous avez eu à disposition un mode d'emploi pour appliquer concrètement ce protocole sanitaire de la DAS, ces principes de gestes barrières, à savoir qui fait quoi, avec quel kit de protection, quel kit de désinfection, avec quelle fréquence on nettoie les classes? Oui, bien sûr. Avant de commencer à développer tous ces points-là, je voudrais juste lancer un remerciement à tous les personnels qui se sont mobilisés fortement pour répondre à l'obligation et puis à la nécessité d'offrir aux élèves. Je suis désolé, j'ai un retour dans les oreilles, ça me perturbe un peu. Donc, oui, je voulais juste vous dire que oui, je remercie les personnels, notamment les personnels d'entretien, les personnels administratifs et les personnels de surveillance, d'avoir donné de leur temps, de leur personne, dans l'objectif justement de pouvoir offrir un accueil dans les meilleures conditions possibles, malgré encore une fois le peu de temps qui leur a été proposé pour répondre. Alors concrètement, est-ce que vous avez eu un mode d'emploi? On nous dit que 2 jours pour appliquer ce jours, ça suffisait. Non, 2 jours, ça ne suffisait pas. Nous, la position de la Fédération des fonctionnaires depuis le départ, il a été qu'il fallait que les institutions, notamment le gouvernement, adoptent pour une éventuelle rentrée ce principe-là de précaution. Or, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à très peu, on n'a jamais entendu parler de ce principe-là, on n'a jamais mis les choses en place pour qu'on puisse les respecter. Effectivement, on a reçu dans tous les établissements, on a reçu les préconisations de la DAS avec les protocoles à respecter, comment qu'il faut faire, comment qu'il faut organiser le nettoyage et tout ça. Sauf que dans la réalité, les choses elles se passent comme ça. Encore aujourd'hui, j'ai eu des retours de nos collègues qui se plaignent d'une part aujourd'hui des produits de nettoyage, qui se plaignent qui se plaignent aussi de la lenteur d'arrivée des produits. Je suis vraiment désolé, excusez-moi, il y a là, donc du coup, je ne peux pas vous entendre. Oui, merci Johan. On a compris qu'il y a des problèmes d'approvisionnement concernant les kits de désinfection pour le personnel non enseignant chargé justement de désinfecter les locaux, le matériel, les espaces, les surfaces de travail. Réponse avec vous, Madame Chamoureau. Oui, je vous remercie. Donc évidemment, je voudrais me joindre aux remerciements qui ont été faits à l'adresse de toute la communauté éducative, que ce soit chefs d'établissement, enseignants, tous les personnels administratifs, techniques et bien sûr les parents et les élèves. Sur la présence d'abord et la collaboration de tous les personnels, je voudrais quand même rappeler que nous avons eu moins d'1% d'absence en cette rentrée, c'est-à-dire que ça a été une rentrée classique avec des absences tout à fait justifiées. Donc tous les personnels, qui soient enseignants, administratifs et techniques, effectivement, étaient sur le pont et à leur poste. Sur la question sanitaire, donc le protocole de la DAS, je le connais bien puisque j'y ai travaillé avec eux. Donc nous, avec une expertise pédagogique et d'enseignement, et eux, bien sûr, avec l'expertise sanitaire. Donc bien sûr, ce protocole, ce sont des recommandations. Mais sur les moyens, concrètement, excusez-moi, je peux terminer. La rentrée est entamée. Donc ce sont des recommandations que chaque établissement ensuite adopte en fonction de sa configuration et de ses effectifs. Donc nous avons bien veillé justement, par exemple je peux vous dire tout simplement ce qui est de nettoyage, ça peut être un mélange d'eau et d'eau de javel par exemple pour tout ce qui est les surfaces portées et un nettoyage classique des autres locaux. Donc évidemment ce sont des protocoles simples à appliquer avec des produits dont les établissements avec un budget supplémentaire pour ces établissements actuellement. Alors pour l'instant les établissements ont le budget nécessaire et comme
comme je l'ai dit aujourd'hui, si nécessaire, nous remettrons les crédits à disposition. Sur ce point, c'est un point très important, également au niveau du savon, il a été fait en sorte que tous les établissements soient réapprovisionnés en savon par les communes pour les plus petits et puis province et gouvernement pour le reste des établissements, du papier pour s'essuyer les mains. Donc nous avons fait un effort particulier et nous avons acheté également de quoi se nettoyer les mains dans les classes, notamment pour le secondaire quand c'est plus difficile d'accéder à des points d'eau. Merci pour votre réponse. Et on remercie aussi Joanne Poedi pour son intervention et on s'excuse pour la qualité audio. Gilbert Touillenon, au niveau de la province Nord, et vous en tant que maire à Canala, pour la préparation de la rentrée du 4 mai, au niveau des approvisionnements de kits de désinfection ou de protection du personnel, notamment non enseignant, comment cela se passe ? D'abord, pour tout ce qui est nettoyage des mains, donc on a alimenté les écoles avec du savon, les points d'eau sont assurés. La question maintenant, c'est d'essayer de voir avec le document qui a été produit par la DAS et par la direction du patrimoine de notre pays, de voir est-ce que les mamies ici pourront, dans les semaines qui viennent, là, essayer de produire des masques pour qu'on puisse en avoir localement des masques fabriqués ici à Canada. Donc on va participer petit à petit à toutes ces mesures-là de protection et en premier lieu faire de telle sorte que nos équipes dans les écoles, soit les équipes d'entretien, mais aussi les équipes pédagogiques, puissent disposer du matériel nécessaire dans les semaines à venir. Mais le ravitaillement a déjà été opéré et on va compléter tout ça dans les jours qui viennent. Pour ce qui est du transport et de la cantine. Il s'agit bien essentiellement à la fois des écoles publiques de Canada, mais on va aussi se préoccuper dans les jours qui viennent, avant la rentrée du 4 mars, des écoles privées, qu'elles soient de l'ADEC ou de l'ASE ici à Canada. Et pour ce qui est de la désinfection, du transport et de la cantine ? La cantine, je pense que les autorités de la province qui ont en charge la cantine ici à Canada vont faire le nécessaire pour les distanciations sociales, pour tout ça. Mais la réunion a eu lieu cet après-midi en province Nord. J'y étais pas personnellement, mais je crois que d'ici les jours qui viennent, les directives précises seront données au personnel des établissements scolaires. Donc cela veut dire qu'à partir du 4 mai, vous allez appliquer les distanciations sociales ? Je ne sais pas très exactement quelle était la décision de la province Nord aujourd'hui, comment les choses vont être faites, mais disons qu'en un mot, le fait d'avoir repoussé la rentrée scolaire en province Nord au 4 mai nous permet de nous préparer convenablement, parce qu'à partir d'aujourd'hui, que la décision est prise en province Nord, on a tout le temps pour mettre en route tous ces protocoles de la DAS, pour préparer techniquement les choses ici, fournir tout ce qu'il faut vers les écoles. Donc nous, on est assez serein de ce côté-là, ici. Merci Gilbert Touillenon. Hippolyte Sinewami Tamoumou, donc je l'ai dit à Marais, l'école reprend lundi. Le transport aérien et maritime serait en passe d'être rétabli suite à un communiqué de la province des îles qui est arrivé cet après-midi. Est-ce que vous nous confirmez que ce transport aérien sera rétabli ? Oui, par rapport aussi au communiqué qu'on a mis par le Sénat coutumier, d'attendre en fait fin avril pour que tout rentre à peu près dans la norme. C'est-à-dire qu'au niveau de au niveau des ouvertures des espaces aériens et maritimes, on attendrait fin avril pour compenser aussi ce confinement adapté là. Mais il y a quand même des professeurs qui peuvent pas rentrer. Et des élèves qui ne peuvent pas intégrer les écoles au Donc, sud. Du coup, nous, on attend toujours fin avril. Donc, pour l'aérodrome de La Roche, moi, je l'avais déjà annoncé à la chefferie là-bas, au clan, tout ça, là, que pour le moment, l'ouverture de La Roche, on devrait l'ouvrir s'il n'y a pas de cas positifs. Donc, pour le 1er mai. Donc, à la chefferie, sur l'IFU, par exemple, eux, ils sont restés sur au 4 mai. Donc voilà, on continue sur notre position par rapport au confinement adapté, c'est-à-dire de préparer quand même, comme l'a annoncé Madame Chamorro, sur le confinement adapté là, par rapport aux classes,
Ce qui était bien annoncé aussi, c'était qu'au niveau de la rentrée, l'absentéisme serait pris en compte aussi. Donc, du coup, ce sera, comme elle disait, adapté. Donc, par rapport aux voies maritimes et aériennes, c'était surtout dans le but d'être sûr que le virus ne circule pas, en fait. Merci. Place à présent à notre troisième intervention via la visioconférence avec Fabienne Kadouka de l'UTCFE-CGC, syndicat enseignant pour le secondaire. Merci d'être avec nous. Votre question à Madame Chamorro. Je pose la question tout de suite là. Avec votre tour Donc, sur ces 2 jours. Pour Madame Chamorro, vous savez que pendant les 2 semaines de confinement, ce qui a été demandé aux enseignants, ça a été de faire de la consolidation, des révisions, non pas de faire de nouvelles notions ou de nouveaux chapitres. Là, avec cette rentrée progressive, on sait très bien qu'il ne pourra pas trop faire de nouveaux chapitres, pas trop faire de nouvelles notions, puisque les classes sont à effectifs réduits. Et puis en plus, c'est vraiment une reprise de contact. Donc la question qui inquiète tous les enseignants, c'est concernant les programmes, les classes à examen. Est-ce que quelque chose sera fait pour qu'il y ait une adaptation de ces programmes? Parce qu'il y a vraiment une inquiétude au niveau aussi par exemple, des E3C, des contrôles continus de première et de terminale. Là, classe de première notamment. Est-ce qu'il pourrait être envisagé soit de décaler les premiers contrôles continus ou alors carrément de supprimer le premier contrôle et de le mettre en fin d'année finalement? Alors, la préoccupation de Madame Fabienne Kadouka pour le secondaire, pour les classes en examen, qui en plus avec la réforme du bac en 2020, pour les premières, est-ce qu'il y aura une adaptation du programme et du calendrier, si j'ai bien compris, avec ces 2 semaines de confinement strict, 2 semaines là de SAS pédagogique, c'est 4 semaines qu'il va falloir rattraper. Est-ce qu'il y aura une modification, un rattrapage du programme? Comment ça va s'articuler tout ça? Donc, bonsoir Madame Kadouka. Je remercie Madame Kadouka d'aborder le sujet essentiel de la pédagogie, puisque un des objectifs de cette rentrée également, à partir de mercredi, c'était que les enfants puissent reprendre rapidement le chemin de l'école et justement que les enseignants, c'est une partie très importante, puissent évaluer où en sont les élèves, puisqu'il y a eu de la continuité pédagogique, mais on sait qu'elle n'a pas été la même évidemment partout et pour tous les élèves. Donc l'idée, c'est de faire ce bilan pendant les 2 premières semaines. Je pense que ça sera également le cas sur la première semaine après le 4 mai, si on a une rentrée classique. Et à partir de ce bilan pédagogique que nous allons faire, nous allons pouvoir voir effectivement où en sont les élèves, avec une attention particulière effectivement sur les classes à examen. Donc pour l'instant, il n'y a pas de modification prévue du calendrier scolaire, comme je l'ai dit cet après-midi, puisque les 2 semaines de fermeture sont absorbables pour l'instant. Mais à partir des évaluations que l'on va faire, il pourrait y avoir d'autres démarches qui seraient proposées, par exemple des révisions que nous pourrions organiser pendant les semaines de vacances sur la base du volontariat pour les élèves quand c'est nécessaire. Et sur le calendrier des examens, s'il devait y avoir des modifications, nous allons les travailler. Pour l'instant, elles ne sont pas d'actualité, mais on pourrait faire une annonce assez rapidement dans ce domaine. Mais il nous faut d'abord évaluer la situation et je dirais filière par filière. Je vous donne un exemple sur le professionnel. Si les élèves ne peuvent pas faire l'intégralité de leur stage, on se réserve notamment la possibilité de pouvoir quand même qu'ils se présentent aux examens, mais avec des semaines en stage de moins dans le domaine professionnel. Donc il y a plein d'adaptations qu'on peut prendre dans l'intérêt des élèves. Merci de votre réponse. Merci à Fabienne Kadouka pour votre participation. On va passer à présent à vos questions Facebook. Alors, première question de notre public qui va s'afficher sur vos écrans. Que va-t-il se passer après le 4 mai? Est-ce qu'elle pourrait se réafficher dans les établissements scolaires? Madame Chamorro a été plus rapide à la lecture. Oui, donc effectivement, c'est une question très importante. Donc, comme on l'a dit précédemment, si nous passons à une autre phase sur le plan sanitaire, c'est-à-dire à un déconfinement qu'on pourrait dire total, se pose effectivement la question d'une rentrée classique. Donc ça, c'est une des options
ça veut dire donc que les effectifs pourraient revenir à la normale dans les établissements. Mais nous étudions aussi, nous, d'autres hypothèses, c'est-à-dire c'est aussi le rôle de ces 2 semaines qui vont nous permettre de faire un bilan intermédiaire avec les équipes, les chefs d'établissement notamment, et de voir comment on réorganise cette rentrée. Peut-être qu'il y a des adaptations nécessaires, et je pense que des constats aussi positifs peuvent être tirés également au niveau innovation sur ce qui s'est fait au niveau pédagogique dans les établissements, et donc on en tirera les conséquences. Donc il y a l'option d'un retour à la normale, et puis nous travaillons sur d'autres hypothèses, puisque c'est notre rôle aussi de se positionner, parce que je dirais que la difficulté en ce cas de crise, enfin période de crise, c'est qu'il faut perpétuellement réajuster nos décisions et les dispositifs en fonction de l'actualité qui s'impose à nous. Autre question. Autre question, si un cas autochtone est déclaré, est-ce que le confinement adapté est remis en place ou pas ? Est-ce que le confinement est remis en question ? Voilà. Donc effectivement, ça c'est la question générale. Hein. Donc moi, je peux vous répondre sur ce que nous avions décidé initialement. Par exemple, pour ce qui est des écoles, alors nous avons été bien clairs quand on a annoncé le confinement adapté qu'il pouvait y avoir effectivement un retour au confinement et que c'était lié à la situation sanitaire. C'est une période donc d'adaptation permanente. Pour ce qui est des écoles, donc c'est un point que nous devons travailler en collégialité, évidemment, mais moi, mon positionnement serait le même que précédemment, c'est-à-dire à partir du moment où on constate un cas autochtone, on pourrait bien sûr proposer de fermer de nouveau les établissements. Et ce que je voudrais dire dans ce cas-là, c'est que la continuité pédagogique prendrait une toute autre forme, non pas de révision comme on l'a vu, mais là, on devrait vraiment accentuer nos dispositifs pour entrer dans des méthodes d'apprentissage plus poussées. Autre question, que se passe-t-il si des cas positifs sont révélés au niveau des élèves ? Quel protocole est appliqué en milieu scolaire ? Y a-t-il des zones de confinement ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors effectivement, notamment par l'intermédiaire de la DAS, nous avons pu travailler sur cette hypothèse. Donc s'il y a ce qu'on appelle une suspicion, c'est-à-dire qu'il y a... on l'a déjà fait par exemple, on l'avait anticipé puisque pendant la période de fermeture des établissements, nous avons quand même accueilli les enfants des personnels prioritaires dans certains de nos collèges et certaines de nos écoles. Donc cette démarche était déjà établie, c'est-à-dire qu'il y a un kit avec, on appelle ça un kit, avec des masques chirurgicaux. Donc, si un enfant a des symptômes, effectivement, il y a une procédure à suivre avec un isolement et ensuite, il y a la recherche de cas contacts également, comme ça peut se faire dans d'autres dispositions. Donc, oui, il y a un kit et il y a une procédure qui est clairement donnée aux établissements concernés. Une autre question concernant la garde des enfants quand ceux-ci ne sont pas concernés par un autre groupe. Est-ce que les choses ont été prévues ou seront prévues ? Alors, ce que je voudrais dire, ça me permet de dire qu'on a choisi vraiment un dispositif qui était fait dans l'intérêt des élèves et l'intérêt de la vie des établissements. C'est-à-dire qu'on sait que la disposition qu'on a prise de demi-groupe avec une semaine sur 2 de cours est contraignante pour les familles et je les remercie de leur compréhension parce que la plupart des parents sont contents que leurs enfants rentrent dans cette rentrée qui est adaptée. Il y a un certain nombre de dispositifs, donc je voudrais dire que notamment pour les plus petits, nous avons réouvert les crèches. Dès lundi, ce qui a été quand même un apport important pour les familles. Et je sais que la province Sud, puisque nous travaillons également avec les centres de loisirs, va permettre aux centres de loisirs la semaine prochaine de mettre en place un certain nombre d'activités pour les familles qui n'ont vraiment pas le choix et qui devront peut-être placer en tout cas leurs enfants dans un centre de loisirs la semaine prochaine. Donc il y aura aussi ce type de démarches qui vont être enclenchées qui permettront aux parents de s'organiser au mieux. Une dernière question sur le rapport de perception des gestes barrières entre collège et lycée. Au lycée, on se sent plus fort et on n'est pas forcément dans la distanciation, alors qu'au collège, on est un peu plus discipliné. Comment arriver à gérer cela ? Oui, alors c'est vrai qu'il peut y avoir une différence. Je suis allée à Jules Garnier justement ce matin, je suis allée au lycée du Mont-d'Or hier. Ce que je peux constater, et je voudrais vraiment les féliciter, c'est que les élèves vraiment participent
à la démarche globale. Je pense qu'ils ont été sensibilisés aussi dans leur famille. Je pense que le discours sanitaire que l'on a au niveau mondial, mais calédonien, depuis plusieurs semaines, les a vraiment imprégnés. Donc, ils sont très respectueux. Après, il faut avoir des vigilances pendant la récréation. Et avec les plus grands, évidemment, ils retrouvent leurs amis, ils retrouvent leur amoureuse. Donc, évidemment, les personnels des lycées, avec bienveillance, leur rappellent ces gestes barrières. Et justement, je voudrais finir là-dessus. L'école, c'est vraiment le rôle éducatif de l'école. C'est-à-dire que ce qui va se passer dans les établissements, je pense que les élèves vont pouvoir aussi se l'approprier et le réinvestir dans leur vie familiale et dans la société calédonienne de manière générale. Merci Isabelle Chamorro de vous être prêtée à cet exercice dans des conditions particulières de réalisation. Hippolyte Sinewami Tamomo et Gilbert Touyenon, vous restez avec nous pour la deuxième partie de cette émission consacrée Covid-19, comment sortir de la crise sur le plan économique. L'activité a repris peu à peu dans le pays. C'est un soulagement pour nombre d'entrepreneurs et de travailleurs. On le voit ça avec Éric Dufour. Un mois de confinement qui correspond à une chute de 3,5 points du PIB, le produit intérieur brut, et une perte sèche pour l'ensemble de l'économie du pays, comprise entre 30 et 40 milliards de francs. Pendant le confinement, les secteurs qui ont le mieux résisté sont l'administration et les services non marchands, qui ont préservé un taux d'activité de 91%. L'agriculture a bien résisté aussi avec 78% d'activité. Et enfin, l'industrie et l'énergie ont limité la casse avec 56% d'activité. Le nickel a ralenti aussi son activité avec des problèmes d'approvisionnement et de débouchés. La baisse des cours de l'ordre de 15% a eu un effet négatif sur la trésorerie des métallurgistes, mais on parle d'une chute et non d'un effondrement. Parallèlement, le transport aérien, le tourisme et l'hôtellerie ont été totalement paralysés avec des perspectives de reprise à très long terme. Le gouvernement et l'État ont mis en place des mesures de soutien massives pour amortir l'impact de cette crise pour les entreprises et les ménages. Chômage partiel, report des échéances d'emprunt, prêts garantis par l'État et fonds de solidarité. Autant de mesures pour éviter les faillites et les licenciements. Voilà, et nous accueillons sur ce plateau Christopher Gigès, bonsoir. Vous êtes porte-parole du gouvernement en charge de l'économie. En ce moment, l'économie est mise à mal. Je rappelle que nous avons toujours en duplex Gilbert Touyenon depuis Canala. Le président du Sénat coutumier est toujours avec nous. Nous accueillons par Skype deux autres personnes. Milo Poaniwa, secrétaire général de l'USWINC, et Valérie Zaoui de l'interpatronale MEDEF CPME U2P qui est elle-même, Valérie Zaoui, chef d'entreprise, et qui est avec nous en Skype, je pense. Bonsoir, Valérie Zaoui. Oui, bonsoir. Et donc, vous posez votre première question au représentant du gouvernement, qui est Christopher Gigès. On vous écoute. Oui, bonsoir. Bon, tout d'abord, un merci à l'État, au gouvernement et aux provinces pour toute l'aide qui nous a été apportée pendant cette période. Alors, évidemment, tout n'est pas parfait, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites avec une grande réactivité. Du côté des entreprises, nous, ce qu'on demande à nos entreprises, c'est faire sens de civisme. Donc, on n'entend plus Valérie Zaoui. La liaison a été coupée. On va donc partir à Canala. On va partir à Canala avec monsieur Touyenon. Et donc, nous sommes en direct à Canala. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur Touyenon, on sait que l'impact économique est très important. Par rapport à la question d'Air Calédonie, on sait que la société est à 500 millions de pertes, a dit son président. Sur l'année, ça sera 1 milliard. Qui va payer finalement ? Vous savez que parmi les secteurs les plus touchés aujourd'hui, c'est valable chez nous ici, mais c'est valable aussi dans le monde entier, c'est le secteur du tourisme, le secteur de l'aérien. La plupart des compagnies aériennes dans le monde entier ont cloué leur avion au sol. Et ici, en Nouvelle-Calédonie, on ne fait pas exception à cette réalité. Donc, ce qui veut dire qu'à la sortie de cette crise-là, il faudra reprendre nos fondamentaux. Et je crois que les uns et les autres, nous sommes appelés demain à faire des pas pour qu'on regarde comment tous les partenaires
que ce soit le personnel, que ce soit les actionnaires de la société, on puisse en faire de telle sorte qu'on sauvegarde nos compagnies aériennes. Et là, je parle bien évidemment d'Air Calédonie International, d'Aircal, mais également d'Air Loyauté. Heureusement que la Nouvelle-Calédonie a un certain nombre d'outils pour pouvoir, aider les compagnies aériennes. Je pense notamment à l'Agence pour la desserte aérienne de la Nouvelle-Calédonie. Nous sommes en discussion avec les banques pour pouvoir nous aider à passer cette année 2020. Mais avant même que nous sollicitons nos banques, Christophe Juzès pourra en parler, nous avons sollicité le Premier ministre au travers d'un courrier pour solliciter un soutien en faveur de nos compagnies aériennes. Mais ce qui est sûr, c'est que l'impact du Covid-19 sera très grave pour nos compagnies aériennes. Alors, justement, aujourd'hui, par exemple, Gilbert Thuénon, juste une courte réaction de Christopher Gigès. Sur cette question de transport aérien, la facture va être très salée. Comment on va faire pour en sortir finalement ? Oui, vous évoquiez la question de 500 millions et voire 1 milliard pour Aircal, mais la facture pour Aircal 1, ça va être à peu près 5 milliards sur 3 mois. Donc on voit, et j'en discutais avec le vice-président sur cette question en charge du transport, une aide particulière vis-à-vis des banques et du prêt garanti par l'État va être sollicitée pour passer ce moment-là, mais des aides particulières demandées à l'État et sollicitées au Premier ministre sur les compagnies aériennes vont également être sollicitées pour préserver Aircal 1 et préserver les emplois qui sont liés aux compagnies aériennes. Mais comme disait Gilbert Thuénon, il y aura des réformes structurelles à faire et des réformes structurelles importantes. Alors on retrouve Valérie Zaoui qui est en liaison duplex avec nous. Valérie Zaoui, vous avez été coupée. Pouvez-vous reformuler votre question de manière succincte, de manière à ce que M. Gigès puisse vous répondre ? Oui, donc simplement, je ne sais pas à quel moment j'ai été coupée, mais nous, on demande à nos entreprises de faire preuve de civisme déjà et de n'utiliser que les mesures dont elles ont vraiment besoin. Ensuite, ma question portait sur la relance économique. Dans un premier temps, on demande effectivement aux Calédoniens de consommer calédonien. C'est un message qu'on apprécie entendre, notamment de la part de Mme Baquès. Merci de ce soutien. Il y a des secteurs qui ont été fortement touchés. Je pense aux artisans qui n'ont aucune visibilité, aux entreprises qui sont liées à l'événementiel qui là non plus n'ont aucune visibilité, aux entreprises des îles qui essayent de maintenir l'emploi localement, au BTP qui était déjà dans une situation très critique avant et qui là est vraiment sur le fil rouge. Donc ma question, c'est quelles mesures initiatives pour favoriser le consommé calédonien ? Par exemple, comment les collectivités, comment l'État pourrait changer sa politique d'achat pour favoriser les entreprises calédoniennes ? Comment vous pouvez relancer le BTP ? Et enfin, parce que j'ai eu le cas encore cet après-midi qui m'a été remonté, comment on peut limiter les délais de paiement des collectivités. J'ai quelqu'un qui est venu me dire qu'il avait 7 mois de retard dans le règlement de ses factures et quand il en fait part aux collectivités, on lui dit voyez votre banque. Donc voilà, pour résumer, quelles mesures faire pour le consommé calédonien, notamment au niveau des commandes publiques, comment faire pour favoriser le BTP et comment faire pour réduire les délais de paiement. Merci. Ça, Christopher Gigès pour vous, mais dans un contexte, on le sait, contraint, où il y a des hausses de prix et il y a effectivement une vie chère qui est toujours là. Donc, et une forte attente des Calédoniens. Oui, il y a beaucoup de questions dans la question de Mme Zaoui, mais si vous le permettez, juste avant, elle a remercié les différentes collectivités que sont l'État, le gouvernement et les provinces pour les mesures qui ont été prises. Moi, si vous me le permettez, de remercier les entreprises calédoniennes qui ont continué à travailler pendant le confinement, mais également tous ces travailleurs qui ont continué à assurer une certaine mission de service public. Enfin, je pense aux caissières, je pense aux éboueurs, qui ont fait que la vie quotidienne des Calédoniens n'a pas été forcément bouleversée si ces métiers-là s'arrêtaient. Donc je crois que chacun d'entre eux méritent nos remerciements et que la vie économique pouvait continuer pendant cette période. Sur ce qu'a pu indiquer Mme Zaoui, notre priorité a été déjà la sauvegarde de l'économie calédonienne. Et on a voulu proposer un package économique pour répondre à plusieurs préoccupations. Donc il y a eu les aides de l'État, avec le fonds de solidarité de l'État, avec une aide de 1 500 €, à peu près 180 000 francs CFP, et une garantie d'1 milliard d'euros sur des prêts de trésorerie qui permettront d'assurer des relais de trésorerie sur les salaires et sur le paiement des fournisseurs. Les aides de la Nouvelle-Calédonie, avec la partie chômage partiel, et là aussi avec un accompagnement de l'État, parce qu'on est aujourd'hui à 15 200 salariés. 15 200 salariés, quand d'habitude on est à peu près à 4
400 sur une année. Donc là, on a mis en place un chômage partiel renforcé pour garantir les salaires des Calédoniens. Et là, c'est grâce à l'État que nous pouvons aujourd'hui garantir les salaires de ces Calédoniens. Plus de 1600 entreprises en attente de chômage partiel. Exactement, 1600 entreprises qui représentent 15 200 salariés. 15 200 salariés qui verront jusqu'à 100% du SMG pour ces personnes qui sont au SMG et 84% du salaire net. Donc c'est un dispositif inédit qui a été renforcé par la volonté des élus calédoniens et qui a été rendu possible par le prêt accordé par l'État, plus ce volet des provinces qui a en aide directe. Aujourd'hui, j'ai eu le montant le niveau des entreprises qui l'ont sollicité auprès de la province Sud, notamment, qui a été très réactive sur ce dispositif, et 4200 demandes aujourd'hui ont été déposées et 25% de ces demandes ont été traitées. Et donc là, il fallait sauvegarder l'économie calédonienne. Mais ça, c'est aujourd'hui. Et là, ce qui est important, c'est de préparer l'après. Et ce qu'a pu indiquer Madame Zaouy sur le fait d'avoir une prise de conscience, c'est-à-dire que les collectivités seules ne pourront pas relancer l'économie calédonienne et ne pourront pas faire une refondation de l'économie calédonienne toute seule. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, et il y a des fonctionnaires, des retraités, certaines entreprises qui n'ont pas été impactées par cette prise, et ils doivent consommer local. Ils doivent consommer dans le local. C'est un appel, finalement. Oui, c'est un appel à la solidarité, un appel au civisme, un appel un peu d'unité de la Nouvelle-Calédonie dans cette crise. Ceux qui n'ont pas été touchés doivent consommer dans nos commerces, dans nos services, dans nos activités touristiques pour relancer l'économie calédonienne. Et la Calédonie et les provinces et les différentes collectivités prendront leur part à ça. Alors, avant de rejoindre le représentant de l'USWING, un mot... Pardon, juste pour finir de répondre sur la question des délais de paiement, parce que c'est quelque chose qui touche beaucoup les entreprises. On avait mis en place dans la loi de soutien à la croissance de l'économie calédonienne, qui n'est plus forcément d'actualité, mais dont les mesures permettront de faire face à la crise du Covid-19, un système de DAI inversé qui permet de faire supporter les charges des banques sur la Nouvelle-Calédonie et que les entreprises puissent être payées le plus rapidement possible. Et je crois que c'est une mesure qui est attendue par les entreprises. Alors je disais... Opérationnel pour quand ? Dans les prochaines semaines. Je disais donc, avant de rejoindre le représentant du SWING, Monsieur Hippolyte Sinawemi, est-ce que vous représentez le Sénat coutumier? L'économie kanak existe, puisqu'elle génère des études l'ont prouvé, beaucoup de retombées financières. Comment cette économie a-t-elle été impactée par cette crise sanitaire? Je pense que tout le monde économique a été impacté. La solution qui a été mise en place dans les tribus, tout ça, là, c'était surtout une solidarité maximale de chacun par rapport aux produits de terroir, on va dire, parce que c'est là l'essentiel même au niveau de la vie tribale. Donc par rapport à ça, il y a quand même eu des aides qui ont été affrétées pour ceux qui étaient bloqués ici. Donc c'est par là qu'on fait l'économie, mais je veux dire, par rapport à tout ça, c'est pas une économie, on va dire, conventionnelle. C'est une économie, on va dire, de troc, on va dire. Donc voilà, mais tout ça, c'est une solidarité, en fait, qu'on est appelé à vivre aujourd'hui, pendant le Covid-19. Mais aussi, après le Covid-19, c'est en fait un retour à la source aussi. Mais consommer local, c'est important. M. Gigé l'a bien rappelé. Consommer local, ça veut dire aussi en apporter moins aussi. Finalement, vous appelez aussi à ce que chacun contribue à sa manière, sans discrimination, sans regard, on va dire, différent sur l'autre. Oui, bien sûr, on a toujours cette confrontation entre le social et puis l'économie. Donc, c'est sûr que, mais tout le monde doit s'y mettre, tous ensemble. Donc, il n'y a pas de confrontation entre ethnies ou entre, voilà, c'est tout le monde ensemble. Mais en tout cas, la solidarité doit primer. Monsieur Gigès, une réaction courte. Oui, très courte. On a évoqué le court terme, mais je crois qu'il y a une vraie, au niveau de long terme, une vraie refondation de l'économie calédonienne à réaliser, peut-être plus environnementale, plus agile, plus solidaire, avec des circuits peut-être plus courts et des entreprises qui doivent être, des démarches bien simplifiées pour les entreprises calédoniennes. Qui sera formulé au cours de la loi de projet, de la finance qui devait passer en avril.
Est-ce qu'elle pourrait, toutes ces refonds structurés... On avait prévu une loi de programmation fiscale dans le calendrier qu'on avait annoncé dans la déclaration de politique générale. Aujourd'hui, c'est une vraie refondation qu'il faut porter, une vraie refondation de notre modèle. À travers la fiscalité ? À travers tout, à travers la fiscalité, à travers le travail, à travers le projet de société qu'on souhaite porter. Et sur la fiscalité en particulier, il faut qu'on simplifie. Il faut qu'on arrête de faire du copier-coller de ce qu'on fait depuis des années et qu'on simplifie les choses. On parlera de l'après, justement. Pour l'instant, on va donner la parole à un représentant syndical représentatif dans le pays qui est le SWINC. Et justement, on a en ligne avec nous Milo Poaniwa. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends bien. Bonsoir. Alors justement, bonsoir. Merci d'être avec nous sur cette émission spéciale. Votre question à Christopher Gigès concernant justement la question économique et les inquiétudes peut-être des salariés. Bonsoir, Monsieur Christopher Gigès. D'abord sur la sécurité, puisque le confinement adapté a commencé depuis ce lundi et on a beaucoup insisté sur la sécurité donc des salariés et surtout cette condition de reprise. On a évoqué à un moment donné pour pouvoir justement accompagner les entreprises et les représentants du personnel, parce que le dialogue social, c'est ce qui doit primer, justement pour pouvoir ensemble trouver les solutions et pour accompagner justement l'entreprise et les représentants. C'était l'élaboration d'un guide de bonne pratique. Et surtout, si dans une entreprise, il s'avère qu'il y a une personne qui a des symptômes, qu'est-ce qu'on fait et depuis lundi, est-ce qu'on a des retours justement par rapport à cette reprise? Alors Christopher Gigès vous répond. Oui, j'ai l'occasion de voir M. Poigniwa. Bonsoir, M. Poigniwa. Depuis le dernier mois, on se voit le lundi, le mercredi et le vendredi avec l'ensemble des partenaires sociaux, les chambres consulaires, les syndicats professionnels pour préparer justement tout ça. Et donc, le guide des bonnes pratiques est aujourd'hui en ligne sur les sites de la Direction du Travail et de l'Emploi. On le mettra également sur le site covid19.nc qui a été créé à cet effet et sur gouv.nc. Et il sera naturellement envoyé aux différents employeurs. J'ai été, moi, visiter différents commerces de la place pour voir justement comment les gestes barrières, la distanciation sociale ont été mis en place. On voit qu'il y a une agilité de la part des entreprises et une grande implication de la part des salariés. Enfin, je salue le travail qui est fait au jour le jour et l'adaptation qui est faite de la part des salariés. On les voit avec des casques, on les voit avec ils ont fabriqué des distances plus importantes sur les comptoirs. Donc, on essaye de les accompagner au mieux. Parfois, il y a des manques. On ne fait pas tout parfaitement, ça c'est sûr, mais on essaye quand on a un retour qui n'est pas bon et quand on a un retour des partenaires sociaux, d'améliorer les choses. Isabelle Chamorro disait qu'on s'adapte au jour le jour, c'est un peu ça. On va repartir à Canala. Gilbert Thuyennon, vous êtes toujours avec nous, je crois. Et donc, cette relance économique, comment vous la voyez? Vous êtes aussi porte-parole du gouvernement et membre de ce... Vice-président du gouvernement, c'est M. Gigès qui est porte-parole, excusez-moi. Comment vous la voyez, vous, cette relance économique de votre côté? Je partage assez ce qu'a dit Mme Zawi tout à l'heure en parlant du civisme des Calédoniens. Et même, j'irai un peu au-delà de ça en parlant de nationalisme des Calédoniens. Parce que, en fait, je crois qu'il est temps aujourd'hui de faire preuve d'inventivité et de courage. Nous, à notre niveau, à l'Union calédonienne, on a souvent porté l'idée de réforme économique. Et il faut qu'on aille, à partir d'aujourd'hui, il faut qu'on aille au-delà de nos peurs. Un projet très simple pour nous, c'est celui qui a été porté par nos élus, qui consistait... Il y a une proposition de délibération qui a été déposée au Congrès par notre chef de groupe politique, Pierre-Chanel Tudugoro, qui consiste à dire qu'il faut, lancer en Nouvelle-Calédonie ce qu'on appelle la politique d'import-substitution. Elle consiste à dire qu'on prend tous les articles de douane, tous les codes douaniers, là, et on essaie d'identifier à l'intérieur de ces importations-là quelques produits que l'on pourrait favoriser, dont on pourrait favoriser la production ici. C'est un exercice assez simple à voir, par exemple en termes qu'est-ce qu'on peut produire à la place des poulets qu'on importe, du beurre qu'on importe, et ainsi de suite, de l'huile qu'on importe par exemple. Et cette politique d'import-substitution,
elle doit s'accompagner, bien évidemment, d'un impératif de performance des entreprises du pays, de productivité. Et ça, on a besoin de tous les partenaires sociaux du pays pour le faire, que ce soit les patronats, que ce soit les syndicats, que ce soit les gouvernements, les provinces, pour lancer ce type de réforme-là. Ben, ce sont des idées nouvelles, en quelque sorte, qu'il faut lancer. Alors, on va, à la sortie de cette crise. Merci beaucoup de votre réponse très complète, Monsieur Thuénon. On va revenir avec Monsieur Poaniwa, qui voudrait poser une question à Monsieur le Président du Sénat coutumier, justement sur la question des décisions coutumières. Monsieur, vous m'entendez, Milo? Oui, je vous entends, oui. Allez-y. Bonsoir, Monsieur le Président du Sénat coutumier. Bonsoir. D'abord, du soin que salue la position prise par les autorités coutumières des 3 îles Loyauté sur la fermeture des arrivées. On a vu dans la première partie les inquiétudes par rapport à la rentrée scolaire sur des familles qui étaient empêchées de retourner aux îles Loyauté. Une inquiétude aussi du côté, et là c'est plus la partie économique, du côté de Ercal, pour pouvoir rassurer tout le monde quand est-ce que cette fermeture sera levée, pour pouvoir rassurer tout le monde, quoi. Pour pouvoir rassurer tout le monde. Au niveau sanitaire, on est sûr de rien encore parce que on n'a pas encore de vaccin. Donc, comme l'a bien soulevé aussi le vice-président du gouvernement, c'est qu'il va falloir vivre avec le Covid-19. Mais pour la levée, on avait, comme je disais tout à l'heure, on avait prévu de lever l'interdiction fin avril, début mai. Donc pour les îles, ça devrait se faire le 1er mai, en tout cas sur l'aérodrome de La Roche. Et bien sûr, sur l'IFU, ce sera levé le 4 mai. Pour la reprise des écoles, tout ça, là, c'est un peu plus compliqué, étant donné que nos enfants sont un peu perturbés déjà par la situation, mais sont aussi des facteurs, des facteurs porteurs sains aussi du virus. Mais par rapport à la gestion de la crise ici en Nouvelle-Calédonie, donc pour le moment, on maintient quand même, le virus ne circule pas en fait. Merci Hippolyte Sinewami Tamoumou. Merci. Christopher Gigès, sur quel levier le gouvernement ou les provinces peuvent-elles appuyer pour soutenir le pouvoir d'achat des Calédoniens sans pour autant pénaliser les entreprises au niveau des prix, au niveau de la fiscalité? On a vu l'exemple du muguet qui est passé au niveau de 3% au lieu des 22%. Oui, sur la question du muguet, c'était quelque chose de manière purement pour le 1er mai, de leur permettre... C'était symbolique et on voit que l'activité de fleuriste, ils n'ont pas pu faire revenir du muguet pour planter localement, donc il était important de les soutenir dans cette période. Il y a des outils qui existent aussi, qui étaient dans la loi de relance, et notamment la prime défiscalisée à la fois de cotisation sociale, mais également de charges fiscales. C'est une prime de 100 000 francs jusqu'à un certain plafond qui peuvent être utilisés par toutes les entreprises. Elle est aujourd'hui effective. Je sais qu'il y a certaines grandes surfaces qui l'ont fait justement pour les caissières et pour remercier et pour donner du pouvoir d'achat supplémentaire. Il faudra qu'on travaille sur la TGC sociale, qui sera une baisse de charges sociales qui devra être redistributive sur les salaires des Calédoniens, et donc qu'on puisse augmenter le pouvoir d'achat. Alors il y a le muguet, c'est bien, le 1er mai. Il y a aussi des grands projets en Calédonie. Il y a 3 usines de nickel. Il y a notamment cette cession de Vallée. Est-ce qu'elle va être retardée par cette crise sanitaire? Parce que là aussi, il y a de l'inquiétude au niveau des salariés. Oui, je n'ai pas d'informations précises sur le cas de Vallée. Je crois qu'ils continuent justement à travailler sur cette session. La question des grands projets, vous savez, sur la relance économique, il y a vraiment des piliers. Il y a parler de la consommation, donc il faudra redonner du pouvoir d'achat aux Calédoniens. Ça passe par cette prime exceptionnelle qui est déjà votée et qui est détaxée de cotisations sociales et de fiscalité. Ça passe par peut-être des charges sociales qui doivent baisser à travers une TGC sociale qui serait redistributive. Et il y a la partie investissement. Et la partie investissement, on a des grands projets. On a le projet Lucie, justement, à Vallée, qui pourrait être lancé rapidement. On a des sujets au port autonome, mais le président du port autonome, vice-président du gouvernement, sait qu'il y a des projets importants de marina
qui pourraient être construits. Mais on souhaite justement faire la liste de ces grands projets, aller chercher le financement pour redonner du travail aux Calédoniens. Ça fait partie du plan de relance qu'on souhaite, ou de redémarrage de l'économie qu'on souhaite porter. Sans être catastrophiste, est-ce que les 3 usines de nickel vont survivre à cette crise? Parce qu'il y a un débat, vous le savez, il y a trop d'usines, etc. Est-ce que, selon vous, vont-elles survivre? Je serais bien prétentieux de dire et vous garantir de manière catégorique que les usines vont survivre. Mais je vois une chose, et vous l'avez dit dans votre reportage, c'est que le cours du nickel, c'est quand même relativement maintenu. On voit le baril du pétrole qui est devenu négatif. Aujourd'hui, on est à 12 000 $ à la tonne, qui est un cours à peu près normal sur ces dernières années. Mais il faut accompagner nos usines de nickel. On leur a donné une partie de chômage partiel justement pour les accompagner dans ce processus. Mais il y a une révolution, à faire sur le nickel, de peut-être engager le nickel calédonien vers un nickel un peu plus vert, qui aurait un avantage comparatif sur les marchés par rapport à ce qu'il a pu avoir jusqu'à présent. Alors avant de rejoindre les questions Facebook, une dernière question. Beaucoup d'argent a été débloqué, on le sait, Solidarité nationale, pour permettre à l'économie calédonienne de rester à flot, même si c'est difficile. L'addition risque-t-elle d'être salée? Parce que quand on prête, un jour, il faut payer. Comment on va faire dans ce cas-là? Oui, il y a 29 milliards qui ont été accordés par l'État sous forme de prêts. On a travaillé dès le début avec les services de l'État de manière extrêmement concerté pour chiffrer le chômage partiel, le report des charges sociales, mais également les manques de rentrée fiscale sur la TGC par exemple qui ne rentrait plus dans les caisses. Et la solution du prêt a été la solution la plus rapide pour débloquer des fonds pour financer ce chômage partiel et pour payer les salaires. Et c'est le Premier ministre qui a dit que ce prêt pourrait se transformer en partie en concours direct de l'État pour ce qui serait des pertes sèches. Ensuite, on va récupérer des charges sociales parce qu'il y en a, c'est des reports. Il y en a qui seront perdus, bien évidemment. Mais il y a également du report de charges fiscales qui seront à récupérer et qu'on pourra rembourser par la suite. Mais il y a des réformes structurelles à faire pour la Nouvelle-Calédonie sur ses dépenses publiques, sur ses dépenses de fonctionnement qui permettront justement d'alimenter tout ça. Une dernière question de Valérie Zaoui qui est avec nous toujours par Skype en duplex. Une courte question parce que le temps nous rattrape. Valérie Zaoui, on vous écoute. Oui, déjà, je me réjouis de voir qu'on est tous en face sur les projets et comment aborder cette crise. Ce que je voudrais mettre en avant, c'est qu'on doit absolument maintenant favoriser l'industrie calédonienne, favoriser les circuits courts, faire en sorte d'avoir un projet sociétal aussi important. On a déjà, par exemple, au MEDEF, travaillé sur la responsabilité sociétale de l'entreprise, donc on s'inscrit dans cette lignée-là. Et on doit également travailler énormément sur la formation, parce qu'on a beaucoup de nouveaux métiers qui vont émerger. On se rend compte de l'urgence de former sur tout ce qui va être numérique, etc. Et il faut rappeler aux entreprises qu'elles ont des outils comme le FIAF qui vont être à leur côté et qui vont être vraiment très très importants pour la période qui arrive. Ma question est celle-ci, comment pouvez-vous aider les entreprises à être beaucoup plus agiles, notamment face à tout ce qui va être lourdeur administrative, code du travail, dématérialisation des échanges, etc. Donc quelle aide pouvez-vous apporter pour rendre les entreprises plus agiles? Une minute, Christopher Gigès, pour répondre à Valérie Zaoui. Il faudrait 20 minutes pour répondre à tout ça. Mais non, mais sur le projet de refondation qu'on souhaite porter, les lourdeurs administratives dans le contexte qu'on vit aujourd'hui, elles n'ont plus lieu d'être. On avait déjà mis en place le droit à l'erreur, on avait mis en place des obligations de réponse simplifiées de l'administration, mais aujourd'hui, les lourdeurs administratives, les trois formulaires qu'on demandait par le passé, il faut qu'ils soient numériques, il faut que ça soit un seul document et qu'on simplifie les choses. Aujourd'hui, on ne peut plus perdre du temps avec des contraintes administratives qui font perdre à la fois du temps, mais aussi de l'argent aux entreprises calédoniennes. Alors on remercie Milo Poaniwa pour avoir été en lien avec nous par Skype, ainsi que Valérie Zaoui pour avoir été aussi en duplex avec nous, et le vice-président du gouvernement à Canala, M. Gilbert Tuyeno. On passe à nos questions Facebook pour cette deuxième partie. Merci. Alors, ces questions Facebook qui devraient s'afficher sur notre écran. Si la technique veut être très réactive. Ah voilà, le gouvernement veillera-t-il à empêcher la flambée des prix et comment, Christopher Gigès? Déjà, on a eu une enquête de l'ISEE qui montre qu'il y a eu une baisse des prix en mars de 0,4% et une augmentation sur la partie alimentaire de 1,2%. Donc on n'est pas sur une explosion des prix à ce niveau-là. Sur le mois d'avril, on a à peu près les mêmes sensibilités. On a l'Observatoire des prix et des marges qui contrôle. Les premières enquêtes de l'ISEE montrent également cette tendance. Mais maintenant, on
on a mis en place pendant cette crise des outils numériques comme l'application Prix.nc qui permettent aux Calédoniens de devenir des consommateurs et qui a été largement téléchargé par les Calédoniens qui peuvent scanner les produits, faire leurs courses en ligne et comparer les prix parce que c'est la concurrence qui fait baisser les prix. Alors, une autre question Facebook qui va s'afficher aussi. Comment expliquer que le premier tiers des impôts n'a pas été reporté ? Le paiement du premier tiers des impôts n'a pas été reporté puisqu'il était dû avant la crise, c'est-à-dire que le paiement a été fait en mars et ce n'était pas une période où cette période n'a pas été impactée par la crise et donc on a considéré, et j'ai même appelé, je vous garantis qu'appeler les Calédoniens à payer ces impôts, vous n'êtes pas le plus populaire de Nouvelle-Calédonie, mais on a besoin aussi de ces impôts pour payer notre système de santé. Notre système de santé, c'est ce qui soigne aujourd'hui les Calédoniens, c'est ce qui nous permet de lutter efficacement contre le Covid-19. Et donc, on parlait de civisme tout à l'heure, il y a un civisme fiscal qui devait intervenir. Et de solidarité, parce que dans ce contexte, payer ses impôts, c'est contribuer à la communauté. Oui, c'est exactement ça, c'est de financer les soins, c'est de financer tout le service public qu'il peut y avoir pour préserver les Calédoniens de ce virus. Autre question ? Autre question qui va s'afficher sur vos écrans. Les aides financières peinent à venir. Pourquoi est-ce si long ? C'est tout de suite que nous en avons besoin. Après, c'est trop tard. Le bateau sombre. Il y a plusieurs aides, donc je ne peux pas faire une généralité. Il y a un calendrier précis. Oui, il y a des calendriers. Je parle des aides provinciales et notamment des aides de la province sud qui a mis des aides extrêmement rapidement, mais il y a eu 4200 dossiers. Et 4200 dossiers, ça se traite. Ils en ont déclenché plusieurs déjà, 25% de ces 4200 extrêmement rapidement, en quelques jours, en quelques semaines. Et je salue les agents de la province qui ont permis tout ça. Sur la partie fonds de solidarité de l'État, il y avait des ajustements informatiques à faire justement pour s'inscrire en ligne, pour s'inscrire sur le site de l'État. Et le directeur des finances publiques nous a annoncé que les aides seraient débloquées à partir de la semaine prochaine. Et sur la partie chômage partiel qui intéresse beaucoup de Calédoniens, on attendait d'avoir la trésorerie du prêt de l'État justement pour payer ces salaires des Calédoniens. On a fait un travail avec Yoann Lecourrieux qui est en charge du budget au gouvernement pour, excusez-moi le terme, mais pour racler un petit peu la trésorerie pour les diriger vers la CAFAT et que ces personnes soient payées avant la fin du mois. Et que les banques doivent être souples avec ces entreprises. Oui, j'appelle vraiment les banques, on parlait de civisme, que les banques puissent avoir du civisme. Il y a une énorme garantie d'1 milliard d'euros qui a été donnée par l'État. Il faut vraiment que les banques jouent le jeu dans cette période de transition. À qui doit-on s'adresser si les banques ne jouent pas le jeu ? À la médiation du crédit. La médiation du crédit est faite pour ça, justement, si les banques ne jouent pas le jeu, alors qu'il y a cette garantie qui a été mise en place. Mais on a toujours des exemples de banques qui jouent pas le jeu, mais il y a aussi des banques qui jouent le jeu et ça, il faut les saluer. Il faut saluer, je parlais tout à l'heure de ces agents qui ont fonctionné pendant la période de confinement et les banques étaient là, les services bancaires étaient là et les personnels des services bancaires étaient là pour assurer justement ces reports de crédit aux Calédoniens. Quand même, Christopher Gest, plus mesuré de la part du FC Que Choisir, qui a regretté que les tarifs bancaires, par exemple, soient toujours assez élevés en Calédonie. Oui, les tarifs bancaires, c'est un vieux sujet qu'on ne pourra pas régler pendant la période du Covid-19. Donc on a une nouvelle question pour vous qui s'affiche sur notre écran. Je suis fonctionnaire. Je vais toucher mon salaire à 100%. Pourquoi ne pas prélever 1% de notre salaire pour aider les entreprises privées et les gens dans une situation désastreuse ? C'est quand même très généreux apparemment. Oui, c'est très bien de voir ça. À cette personne, je vais lui dire déjà de consommer, d'utiliser son salaire pour faire les travaux. Peut-être qu'elle n'avait pas prévu tout de suite. Peut-être les vacances dans les hôtels calédoniens qu'ils n'avaient pas prévu tout de suite. Ils avaient peut-être prévu de partir en Australie. Donc, utiliser cet argent pour faire fonctionner les entreprises locales et parce qu'elles en ont bien besoin. On va faire réagir Monsieur Thuyenon à Canala, qui est toujours avec nous, je crois, Monsieur Thuyenon. Par rapport aux questions que vous venez d'entendre, vous avez un commentaire particulier sur l'appel de toute la population et puis votre conclusion aussi de l'émission ? Non, je pense que les réponses qu'a données M. Christopher Gigès, voilà, ce sont des réponses de bon sens pour nous, tous Calédoniens. Mais je crois qu'in fine, ce dont il faut que l'on fasse preuve aujourd'hui, c'est la solidarité entre nous les Calédoniens, parce que quoi qu'il en soit, depuis 18 jours, il n'y a que 18 cas. Donc tous les tests de ces derniers jours montrent qu'on a 0 cas positif. Donc ce qui veut dire que quand les Calédoniens vont de l'avant, on s'en sort. Donc ce sont les échanges de ce soir. Je crois que le monde du patronat parle de civisme, nous on parle de solidarité, on parle de nationalistes.
Voilà, c'est ensemble que la Calédonie doit pouvoir s'en sortir durant cette crise sanitaire. Mais au-delà de ça, il faut que ce soit en quelque sorte une occasion pour nous, pour aller de l'avant, pour pousser plus loin Merci beaucoup. Notre pays dans tous les domaines on l'a bien compris. Christopher Giguès, rapidement, on l'entend, hein, appel à la solidarité et à l'union sacrée, sauf que parfois il y a des petits couacs quand même au niveau du gouverneur, des communiqués qui sortent comme ça. Comment vous faites pour gérer ça aussi? Parce que ça vient en plus. Non, mais c'est un gouvernement collégial et on n'a pas forcément le même vocabulaire avec Gilbert Thuillon. Il parle de nationalisme, moi je parle de patriotisme ou de consommer calédonien. Sur le sujet d'aujourd'hui, sur les communiqués, enfin, je regrette ça. Je pense qu'on a des réunions pour parler de tout ça. Et je crois que la situation va vite rentrer dans l'ordre. Moi, je souligne je souligne qu'on travaille très bien aujourd'hui depuis un mois au sein du gouvernement avec le vice-président sur la cellule des rapatriements, mais également avec les autres institutions chaque soir. Et c'est cette unité qui doit perdurer, je le dis à tout le monde, pour qu'on sorte grandi de cette crise. Merci beaucoup à vous tous qui avez participé, vous, messieurs qui êtes sur le plateau, monsieur Thuillon qui est en duplex depuis Canada, et tous les invités qui étaient aussi en liaison Skype ou duplex, effectivement. Cette édition spéciale est maintenant terminée. Donc, un autre rendez-vous à ne pas manquer, à vous signaler avant de se quitter. Crise sanitaire oblige, Dakata, jeudi prochain à 19h50, en direct depuis nos studios de la première. Avec une émission spéciale Covid-19. Elle sera présentée par Nathalie Délé. Tout de suite, Nadine, bonsoir. Bonsoir. Bon, tout de suite, nos programmes continuent avec l'émission documentaire Bleu Océan. Bonne fin de soirée sur la première.